Le nouveau rôle politique et stratégique des pays de l'Europe centrale et orientale au sein de l'Union européenne, mais également leur importance pour la sécurité de l'Europe. Des thèmes abordés ici à Bratislava au bord du célèbre Danube lors du forum GlobSec sur la sécurité mondiale dans The Global Conversation. Monsieur Miroslav Wiakowski, ministre slovaque des Affaires étrangères. Monsieur Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères. Bienvenue à vous. Et Kersti Kaljulaid, qui a été présidente de la Slovénie de 2016 à 2021. Il y a des discussions, du moins au niveau des médias, sur la possibilité d'ouvrir une discussion pour au moins parvenir à une sorte de cessez-le-feu. Pensez-vous que ces tentatives sont crédibles? Ou pensez-vous qu'au bout du compte, la paix, ou même un cessez-le-feu stable, ne sera possible qu'après un échec militaire de la Russie en Ukraine, avec le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Je vais me répéter, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le moyen le plus simple de parvenir à la paix en Ukraine, c'est que la Russie retire ses forces. Je pense que nous n'avons pas uniquement besoin de la paix, mais il faut que cette paix soit véritable, c'est-à-dire qu'elle reconnaisse l'agresseur, qu'elle le punisse et que d'une manière ou d'une autre, elle aide la victime. C'est ce que nous devrions viser. C'est ainsi que le droit international et les relations internationales devraient fonctionner. Oui. Franchement, tous les pourparlers qui consisteraient à dire contentons-nous d'un cessez-le-feu et négocions ensuite quelque chose en retour ne fonctionneraient pas. Imaginez si nous avions fait la même chose quand l'agression a commencé. Que s'est-il passé à Tbilissi une semaine ou deux après le début du conflit sur place? Où se trouveraient exactement les Russes? À 20 km de Kiev. Pardon, mais il faut d'abord que les Ukrainiens libèrent leur territoire et ensuite nous pourrons discuter. Nous sommes tous pour la paix. Nous sommes tous pour le cessez-le-feu. Cela va sans dire. C'est le cas aussi du Brésil, de l'Inde, de la France, de l'Estonie, de la Slovaquie ou de la Pologne. La question est de savoir à quel type de paix nous aspirons. Je peux vous dire très brièvement ce que j'en pense. Ce que nous souhaitons, c'est une paix juste qui nous permette de restaurer l'indépendance nationale de l'Ukraine, la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale, puis d'assurer la reconstruction de l'Ukraine aux frais de la Russie. Surtout parce que celle-ci est coupable de la destruction de l'Ukraine. Et enfin, de traduire en justice tous ceux qui sont coupables de cette agression. Si nous espérons une paix juste et durable, c'est pour que la Russie ne soit pas en mesure de revenir à ses pratiques impérialistes en matière de politique étrangère. Vous affirmez que la Russie doit se retirer et respecter le droit international. Et tant que ce ne sera pas le cas, il n'y aura aucune possibilité. Je voudrais simplement dire qu'il existe une possibilité, mais c'est aux Ukrainiens de décider. C'est à eux de décider s'ils se sentent prêts à s'asseoir autour d'une table et négocier. S'ils se sentent confiants, s'ils négocient en position de force, il y a une chance. Je dirais donc que le tableau n'est pas si sombre, mais nous ne pouvons pas décider, seuls les Ukrainiens peuvent le faire. Nous avons vu récemment la polémique au sein de l'Union européenne concernant la crise des céréales, la crise des importations de céréales ukrainiennes. Combien de temps pensez-vous que vos pays seront en mesure de faire face à une telle situation d'urgence? Tout d'abord, nous n'avons pas voulu une telle situation. Et oui, c'est difficile pour nos pays. Mais nous avons conscience de ce que serait l'alternative. Elle serait beaucoup plus sombre.
Ce que je veux dire, c'est que personne ne veut véritablement être le voisin d'une sorte de régime de Poutine en Ukraine, ou de Poutine à nos frontières. Nous voulons avoir une Ukraine souveraine, comme voisine. C'est aussi simple que cela. Et je pense que le prix que nous payons est élevé, mais bien inférieur à l'alternative. J'ai eu cette discussion avec mes amis de Berlin-Ouest. Avaient-ils l'impression de vivre dans un pays militarisé pendant la guerre froide? Non, pas du tout. Le fait de pouvoir se défendre renforce la sécurité et le sentiment de sécurité des gens. Par conséquent, plus la présence de l'OTAN sur le flanc oriental est importante, mieux c'est. La Pologne, soit dit en passant, est apparemment, d'après ce qui a été dit, appelée à devenir une sorte de forteresse en Europe. Ses dépenses militaires augmentent et elle joue désormais un rôle politique important dans la sécurité de l'Europe. Tout d'abord, en me référant à vos propos, je peux dire que la société polonaise considère la défense de l'Ukraine comme quelque chose de non seulement politiquement correct, mais aussi comme quelque chose d'absolument crucial, et même comme quelque chose que nous pouvons décrire comme une décision existentielle. Voyez-vous, au XIXe siècle, quand nous étions privés de notre indépendance et qu'il était impossible de trouver la Pologne sur la carte de l'Europe, les patriotes polonais ont inventé cette devise « Pour votre liberté et la nôtre ». Nous étions donc des combattants de la liberté bien connus en Europe. Le fait est qu'au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, nous étions prêts à nous battre pour la liberté des autres et que les autres n'étaient pas souvent prêts à se battre pour notre liberté. Et maintenant, ce que nous constatons dans cette guerre, c'est qu'il y a un pays, l'Ukraine, qui de fait se bat pour notre liberté, qu'il s'agisse de la liberté de la Slovaquie, de l'Estonie ou de la Pologne. Quand vous posez la question du rôle que joue actuellement la Pologne sur le flanc oriental, nous pensons clairement, en tant qu'alliés de l'OTAN, que le niveau des dépenses militaires au sein de l'Alliance devrait être de 2% du PIB. Mais il devrait s'agir, permettez-moi de le dire ainsi, d'un niveau plancher plutôt que d'une limite haute. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est correct d'y consacrer un peu plus de 4% de notre PIB cette année, mais en tout cas plus de 3%. Et je suppose que la notion même d'une alliance efficace est d'appliquer cette prérogative à nous-mêmes. Et je crois que c'est également le cas, cela devrait être le cas, de tout autre pays. Un membre de l'OTAN devrait se considérer non seulement comme un bénéficiaire de sécurité, mais aussi comme un fournisseur de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous décidons de dépenser autant. Parce que la philosophie qui sous-tend cela, c'est de dire « je vais vous aider ». Tout d'abord, vous devez être en mesure de vous aider vous-même, de vous défendre premièrement, et ensuite de défendre les autres, vos voisins également. Pensez-vous que les autres partenaires européens vous comprennent et vous soutiennent suffisamment au sein de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, où nombre d'entre eux sont également vos partenaires? Vous comprennent-ils parfaitement, selon vous? Et avez-vous le sentiment qu'ils vous soutiennent? Ou bien y a-t-il toujours une certaine ambiguïté ou quelque chose qui n'est pas clair au sein des conseils européens ou des conseils des ministres ou des réunions de l'OTAN?
Vous savez, je suis une économiste spécialiste des marchés financiers et le marché a toujours raison. Je constate que l'industrie est réticente à faire le pari qu'il y aura un besoin à long terme de munitions, de canons, de chars. J'ai d'abord pensé qu'elle était devenue paresseuse, qu'elle cherchait des garanties partout. Mais au cours de l'année écoulée, à mesure que j'ai parlé à ses représentants, plus ils ont considéré que la volonté de dépenser davantage pour l'équipement militaire est de courte durée et qu'elle pourrait s'arrêter dès la fin de la guerre ou peu de temps après. Monsieur le ministre? Pour revenir à ce que vous disiez, vous soulevez la question fondamentale. Parce qu'au sein de l'OTAN, nous parlons toujours du fait d'être unis. Unis dans la faiblesse, vous voulez dire? Non, ce n'est pas une question de faiblesse, c'est plutôt une question d'inaction. Nous, sur le flanc oriental, nous voyons les choses différemment. Nous devons relever le défi. Et ceux d'entre nous qui sont les plus sensibles à ce défi, compte tenu de notre situation géopolitique, de notre expérience historique, se sentent obligés de fixer l'ordre du jour, de rendre cette unité tout simplement dynamique et de la rendre apte à relever les défis. Prenons l'exemple de la Pologne. Nous avons réussi à mettre en place une coalition de chars. Nous avons décidé d'envoyer d'abord des avions de chasse, etc. Il s'agit donc de... Permettez-moi une dernière phrase. J'aimerais que nous parlions d'armement un peu plus tard. Oui. Il s'agit de montrer l'objectif vers lequel nous devrions tous aller pour pouvoir l'atteindre. C'est donc de ce type d'unité dynamique dont l'OTAN a besoin. C'est le cas de l'Union européenne aussi. Merci, Monsieur Miroslav Wiakowski. J'aimerais dire une chose avant cela, pardon. C'est vrai pour les pays baltes et la Pologne. Dans le cas de la Slovaquie, la situation est un petit peu différente quand on regarde les résultats de ce sondage. Quand on évoque ces chiffres et l'opinion publique, je dirais qu'il y a une notion importante qui s'appelle le leadership. Et ce terme signifie que l'on doit diriger malgré ces chiffres. Et on doit trouver comment convaincre l'opinion. C'est vraiment important. Mais ici, dans ce pays, le gouvernement a pris des décisions importantes parce qu'il a pensé, et je suis d'accord avec lui, que c'était la bonne chose à faire. C'est cela, essentiellement. Et c'était dans l'intérêt non seulement de la Slovaquie, mais de l'ensemble de la région. Une décision pas vraiment populaire. Il y a de nombreuses décisions impopulaires qui doivent être prises, vous savez, et c'est peut-être l'une d'entre elles. Mais je suis fier que nous ayons pu la prendre, et je pense qu'il n'est pas difficile de prendre une décision difficile lorsque tout le monde est d'accord, mais que c'est difficile de prendre une bonne décision quand de nombreuses personnes ne sont pas d'accord. L'intitulé de ce débat est « Diriger depuis le centre ». Mais ne pensez-vous pas que diriger depuis le centre consiste à avancer comme un canard boiteux ? Parce que, par exemple, il y a des manques. Parlons d'un absent très important, la Hongrie. Ce devrait être une pièce maîtresse de... Peut-être qu'effectivement, tenir compte du plus petit dénominateur commun et affirmer que l'Union européenne s'est désagrégée à cause du Brexit, c'est exactement l'argument que vous avancez en vous appuyant simplement sur le fait que l'un des pays d'Europe centrale et orientale joue un jeu différent, ce qui d'ailleurs nous montre à quoi le monde ressemblerait s'il n'y avait pas ce type de règles, mais une vision du monde fondée sur les intérêts des uns et des autres. Eh bien, ce n'est pas juste de tenir ce discours à notre égard, car nous dirigeons par l'exemple. Nous dépensons en la matière. Nous essayons de nous défendre autant que possible. Nous parlons poliment, mais franchement, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous partageons aussi honnêtement et ouvertement nos inquiétudes sur le fait que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. Mais nous enregistrons des avancées.
Et parce qu'au sein de l'Union européenne, de toute façon, la Hongrie, lorsqu'il s'agit d'autres questions qui ne sont pas liées à la sécurité, la Hongrie soutient la position de la Pologne lorsqu'il s'agit des droits civils et de l'état de droit dans ce type de questions. Allons-nous diriger nos pays de la même manière que l'Allemagne veut diriger l'Union européenne? Certainement pas. Et surtout pas nous en Pologne. Parce que nous croyons en quelque chose de fondamental, à savoir que tous les États membres de l'Union européenne sont libres et égaux de la même manière et que les intérêts de chacun d'entre nous devraient être représentés de la même manière. Je voudrais à présent évoquer une question posée sur la plateforme Slido. Elle ne s'affiche plus, malheureusement. Elle porte sur les 2% du PIB dédiés aux dépenses militaires. La voici. Est-ce illogique de parler encore de l'autonomie stratégique de l'Union européenne alors que de nombreux pays n'atteignent pas les 2% de dépenses? La question militaire n'est donc pas une priorité pour eux. Pour moi, ce ne sont pas les structures qui comptent. Pour moi, c'est une question de capacité, de moyens d'agir en cas de besoin. Et je dois dire que je suis un grand défenseur du lien transatlantique et de l'OTAN en tant qu'alliance de défense. Mais je comprends parfaitement le souhait de nos alliés et de nos amis américains, à savoir que l'Europe soit capable de régler ces questions par elle-même quand cela s'avère nécessaire. Et pour cela, nous avons besoin de ces moyens d'agir. Pour exercer du pouvoir, avoir de l'influence sur le voisinage, il faut des moyens d'agir, avec l'accord du haut représentant. Les pays de l'Ouest comme de l'Est de l'Europe le savent bien. Mais évidemment, il y a une légère divergence à ce sujet. Il y en a qui parlent d'autonomie stratégique et d'autres qui font effectivement de telles dépenses. Mais il ne s'agit pas nécessairement des mêmes personnes. Cette question des dépenses est posée via Slido. Je suppose que pour vos pays, cette idée d'autonomie stratégique à l'égard de l'OTAN et des États-Unis, ce n'est pas vraiment une garantie de sécurité. Je n'ai jamais entendu les choses décrites de cette façon, même de la part de ceux qui ont inventé cette terminologie. Je n'ai jamais entendu, par exemple, Nathalie Tozzi, Emmanuel Macron ou Federica Mogherini dire que c'est ce que nous faisons pour ne pas être dépendants des États-Unis. Ils ont toujours dit que nous faisions cela pour pouvoir soutenir l'ambition mondiale des États-Unis pour défendre le monde libre. Mais nous devons être capables de faire quelque chose nous-mêmes. Et il y a eu beaucoup de malentendus. Certains mots se transforment en propos choquants. Ce n'est pas notre faute, mais le concept est matériellement juste. Si l'Union européenne se considère comme un acteur global, avec un rôle géopolitique important dans le monde, et comme une entité défendant les valeurs du monde libre, elle ne peut pas rester indifférente à la situation à ses frontières. Pensez-vous que la façon la plus pratique de reconstruire l'Ukraine serait de la faire patienter en vue de la faire adhérer à l'Union européenne, ou de commencer la reconstruction avec une Ukraine qui soit déjà membre de l'Union européenne? D'un point de vue purement pratique, et si c'est politiquement et économiquement viable, qu'en pensez-vous? Cette question s'adresse à vous trois, brièvement. Je vais essayer de faire court. Le fait est que pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, les dirigeants de l'Union doivent pouvoir dire à leurs entreprises « investissez là-bas comme vous le feriez dans votre propre pays ». L'environnement économique est le même, votre investissement est protégé de la même manière, l'état de droit est établi de la même manière. Ce n'était pas le cas en Ukraine avant la guerre, et j'espère que les Ukrainiens pourront rapidement surmonter les difficultés qu'ils rencontraient auparavant. Ensuite, bien sûr, ils pourront adhérer, car l'Union est une union économique, et nous ne pouvons pas non plus nous contenter de décider au niveau politique et de dire à l'Ukraine « adhérez à l'Union, réformez ensuite » car nous devons dire à nos entreprises d'investir dans ce pays. C'est à vous.
J'espère vraiment que nous commencerons à reconstruire l'Ukraine avant qu'elle ne rejoigne l'Union européenne, parce que je veux commencer sa reconstruction très rapidement, la condition préalable étant la fin de la guerre. En attendant, nous devons nous préparer et trouver le meilleur moyen d'aider les Ukrainiens à reconstruire leur pays. Très honnêtement, je suppose que la meilleure façon de procéder est de lancer ces deux processus en parallèle. D'avoir cette double approche? Effectivement.